Ouais, vite fait, en fait, tu mets ta pièce dans le caddie, et dès qu'il y a Jackie Chan, là, tu vas faire du golf. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 19e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 27 mai, au programme d'aujourd'hui, The Rock au creux de la vague, un film qui ne manque pas de mordant et une tuerie intergalactique. Poisson rouge, casse-croûte et lévrier, bienvenue dans Fasciné! Alors, j'ai rarement eu aussi peu matière à vous présenter notre trio hebdomadaire puisque seulement 6 longs métrages seront à l'affiche la semaine prochaine. Mais heureusement, il y a du lourd et dans tous les sens du terme. En voici d'ailleurs le numéro 1. Depuis 2012 de Roland Emmerich, aucun blockbuster catastrophe n'a eu cette envergure. Image. Réalisé par Brad Peyton, dont ce n'est que le 3e long métrage et le second partagé avec Dwayne Johnson, San Andreas n'est malheureusement pas l'adaptation cinématographique éponyme de GTA, bien que cela ne nous aurait pas déplu. Ce film évoque bien sûr la tristement célèbre faille terrestre dans la plaque tectonique californienne qui menace de causer à tout instant des dégâts démographiques considérables. Quelques mois après les terribles tremblements de terre survenus au Népal, l'équipe marketing de la Warner a dû revoir ses plans pour éviter les maladresses et a préféré troquer les affiches initiales du film par des appels aux dons. Et ça, avouons-le, ça pète la classe. Côté scénar, nous sommes à Los Angeles et nous suivons Emma ainsi que Tom, un sauveteur alpin aux commandes de son hélicoptère qui mettra tout en œuvre pour aller secourir sa fille qui est prise au piège par un irréversible séisme de magnitude 9. Durant leur mortel périple, ils se rendront vite compte que les conséquences de cette catastrophe écologique sont sans précédent et risquent de causer des dégâts inégalables tant sur le plan matériel qu'humain. San Andreas marque le grand retour du registre dans nos salles obscures, et qui dit blockbuster dit crash bien l'oseille, puisque plus de 100 millions de dollars ont été mobilisés pour mener à bien la production. Sympa. Pour marquer le coup et surfer sur le prétendu succès, l'Universal Studios d'Orlando en Floride a décidé de repenser totalement l'une de ses attractions en le parodiant aux couleurs de San Andreas. Ainsi, en quittant le manège, vous pouvez avoir été sauvé par le courageux Dwayne Johnson, donc The Rock. Et donc, pourquoi San Andreas ? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, après le jour d'après, Armageddon ou autre Cloverfield, ça faisait belle lurette que nous n'avions pas joui d'un blockbuster de qualité dans lequel notre petite planète morfle bien sa race. De surcroît, plus les années défilent, meilleurs les effets spéciaux sont si on a les couilles d'y mettre le budget. Et avec plus de 1000 patates en dollars, on ne risque pas d'être déçu. Et puis merde, c'est peut-être con à dire, mais j'adore The Rock, quoi. Bon, même si parfois il vire vers le côté obscur du surjeu, il dégage une certaine sincérité et on sent que lui aime véritablement ce métier. Donc c'est un plaisir de le voir jouer. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que 13 malheureuses années séparent Alexandra Daddario de Dwayne Johnson alors qu'elle incarne sa fille dans le film? Question précocité, c'est pas mal. Enfin bref, maintenant si. Rétrogradons pour accueillir la médaille d'argent de ce top. Schwarzy dans un univers de zombies novateur. Impossible. Vous n'avez encore rien vu. Exit les Expendables, place à la dramaturgie, le nouveau film d'Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche s'annonce prometteur et implacable. Réalisé avec un budget dérisoire de 8 millions de dollars, cette œuvre s'attaque à l'un des univers les plus convoités et bankable de notre époque, la zombification. En témoignent les films et séries qui obtiennent des records d'audience tels que War Z ou l'énorme phénomène de Walking Dead. C'est initialement la belle Chloé Grace Moretz qui devait incarner le rôle de Maggie, mais avec son emploi du temps plus que chargé, la production s'est tournée vers Abigail Breslin qui a brillé dans Little Miss Sunshine. Côté scénario, le monde est au bord de l'apocalypse puisque la population américaine est touchée par une épidémie zombifique ravageuse. Le gouvernement somme l'armée de placer toute personne contaminée en zone de quarantaine, mais l'une d'elles, Maggie, 16 ans, s'enfuit après avoir appris son infection. Son père apprend la nouvelle et se met en route afin de la retrouver et la protéger avant de se retrouver confronté aux forces de l'ordre. Maggie est le genre d'œuvre que l'on ne soupçonnait pas une seule seconde et qui est capable de faire des dégâts. Conduit par un Schwarzy méconnaissable qui s'éloigne radicalement des rôles qui ont fait son succès, il va tenter de casser et de troquer son rôle de gros dur prêt à sauver le monde à chaque instant au profit d'un rôle de composition qu'il n'a jamais exploité à ce stade de carrière. Et donc, pourquoi Maggie ? Eh bien d'un point de vue personnel, je suis bercé dans ce registre depuis que j'ai 7 ans, c'est-à-dire la première fois que j'ai eu un jeu Resident Evil entre les mains. Si les scénaristes hollywoodiens se donnent la peine de se creuser les méninges, le registre peut être inépuisable, et un bon milliard de chemins peuvent être empruntés pour rester créatif. Et Maggie d'ailleurs peut confirmer cet argument. J'espère toutefois au vu du synopsis qu'il ne se soit pas réfugié dans un drame larmoyant de bas étage que la relation implique, mais plutôt qu'il soit allé explorer d'autres horizons, comme l'émotion qu'une personne atteinte par une telle pandémie puisse ressentir.
Et ça peut être super intéressant. Et tout de suite, le deuxième maintenant si. Savez-vous qu'à l'instar du jeu The Last of Us ou encore de la série The Walking Dead, l'homo zombie est totalement ostracisé de l'œuvre, une façon de conserver l'ignorance des protagonistes au sujet de ce genre d'infection? Eh bien, maintenant si. Et place à la dernière marche du podium, ou plutôt le bonnet d'âne de ce top. Les feux de l'amour avec un soupçon de pédance et de branlette faussement artistique, ça te branche pas des masses? Eh bien ça tombe bien parce que moi non plus. Projeté en noir et blanc parce que oui, quand on est un grand artiste, on vire la couleur, c'est bien connu. L'ombre des femmes est l'énième film de Philippe Garrel, un réalisateur dont tout le monde se fout, qui a notamment accouché de chefs-d'œuvre comme La Jalousie ou Un été brûlant que vous avez noté à hauteur de 3,6 sur 10. Une véritable performance. Mettant en scène des comédiens qui ont un charisme proportionnel à la qualité de l'œuvre, ce film a obtenu une seule distinction, c'est d'être présenté à la quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes 2015, et de surcroît, sachez que cette catégorie est loin d'être gage de qualité. Croyez-moi. Le synopsis, eh ben c'est comme le reste, on s'en fout. Alors Brandon sort avec Beverly mais couche avec Kimberly parce qu'elle est bonne. Brian ne peut pas quitter Beverly parce qu'il la kiffe, t'as vu ou là? Kimberly se rend compte que Beverly couche avec Brian. De ce fait, Brandon va demander à Beverly d'arrêter de coucher avec Brian. Tout ça en noir et blanc sur fond de piano. De l'art, du vrai. Bon, je caricature un petit peu le bordel, mais franchement, on n'est pas super loin de ça, quoi. Alors c'est pas compliqué, l'ombre des femmes représente absolument tout ce que je déteste dans le cinéma français. Un ramassis de conneries pseudo-romantico-intellectuelles dont tout le monde se fout, qui se rapproche pas loin d'une télé-réalité énergie 12. Un film qui se veut poétique, mais qui soigne l'opportunisme en essayant de rendre hommage à ses pairs, mais qui n'arrive pas à la cheville de l'un d'eux. Et puis merde, ça a l'air chiant à en mourir, quoi. Et donc, pourquoi pas l'ombre des femmes? Eh ben parce que c'est la crise, et que payer 10 balles pour un film de ce niveau qui en plus ne dure qu'1h13, c'est vraiment se foutre de votre gueule et vous prendre pour des pigeons. Donc restez chez vous et gardez vos sous. Et tout de suite, le dernier maintenant si. Saviez-vous qu'hier matin, je suis allé à la Fnac et en me dirigeant vers le rayon CD, je suis tombé sur une dame qui avait un pull rouge? Non? Eh bien, maintenant si. Voilà la, merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces deux films. Sinon, bah... Bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.